Jérôme Cahuzac, Farida Setiti ici présente et Bonsoir. Timothée Bonsoir. Leblanc se sont rendus vendredi au Forum de l'Observateur sur le fameux engagement de la France à respecter ses 3% de déficit l'année prochaine. Et voici ce qu'ils ont entendu. Atteindre l'équilibre budgétaire en 2017, c'est irréalisable et hasardeux, estime Thierry Breton. Pour l'ancien ministre des Finances, 2019-2020 serait plus raisonnable. Cela permettrait, dit-il, de mener des réformes plus socialement acceptables. On ne pourra pas augmenter tous les ans les impôts comme on le fait. On est déjà maintenant avec le Danemark, on fait partie des 2 pays au monde les plus imposés. Donc je crois que là on est aux limites de ce qui peut être tolérable pour une nation. Et donc il convient désormais de mettre en œuvre des réformes structurelles très profondes pour baisser la dépense de l'État. Quant à l'économiste Jean-Paul Fitoussi, il estime que la seule solution aujourd'hui pour la France est un bras de fer avec l'Europe. Il considère en effet que pour permettre à la croissance de revenir, il faut convaincre les autres pays membres de l'Union que les programmes mis en place doivent être ralentis. Il faut retarder ces plans d'austérité pour faire partir la croissance et pour qu'après, on puisse tenir ces 3%. Mais autrement, faire les choses à l'envers implique que l'on risque de manquer tous nos objectifs. L'objectif de 3%, l'objectif d'emploi, c'est sûr, l'objectif de croissance, c'est aussi certain. C'est un ajustement par la peur, du fait de la crainte de l'augmentation des taux d'intérêt. En effet, les taux d'intérêt, c'est la menace qui pèse sur la France, met en garde Alain Minc, autre économiste. Pour lui, le pays n'a plus d'autre choix. Si le gouvernement avait fait la flexi-sécurité, s'il avait fait le transfert des cotisations sociales, s'il avait modifié les conditions de compétition, à ce moment-là, il aurait donné des gages de compétitivité qui permettaient peut-être de prendre un peu d'air. Comme il ne l'a pas fait, il doit s'accrocher à cette rampe désespérément. Alors, et si on ne tient pas cet objectif de 3%, Eh qu'est-ce bien, on qui se verra. passe ? Eh bien, pour l'instant, on ne peut pas se poser cette question, parce que si on commence comme ça, alors vous verrez que les taux d'intérêt seront à 4 à 5%, et que là, la vie ne sera pas seulement difficile, elle sera dramatique. Dramatique, car en plus, dès l'année prochaine, la France sera le premier pays émetteur de dettes en euros au monde, ce qui veut dire qu'elle va être exposée massivement aux marchés financiers. Monsieur Cahuzac, donc tous les économistes que j'ai rencontrés au forum du Nouvel Observateur disent la même chose, qu'ils soient de droite ou de gauche, il faut faire un choix. Soit on négocie le report des 3%, soit on sacrifie la croissance et l'emploi, et donc c'est la récession. Alors quel est votre choix ? J'ai bien entendu ce que disait Thierry Breton, qui entre 2002 et 2007 a fait partie d'une majorité d'un gouvernement qui ont augmenté la dette de ce pays de 300 milliards d'euros. Maintenant, il faut rembourser. Il a fait partie d'un gouvernement qui, chaque année, Thierry Breton, qui donne des leçons, a augmenté la dépense Il publique. est d'accord avec vous, cela dit, sur l'objectif des 3%, il ne dit pas le contraire, quand même. C'est bien aimable. Mais je voudrais quand même rappeler qu'entre 2002 et 2007, ceux qui nous donnent des leçons aujourd'hui ont augmenté la dépense publique chaque année et en moyenne de 2,3%. Nous, on va faire 0,7%. Quant au bras de fer avec l'Europe que recommande Jean-Paul Fitoussi, c'est moins avec l'Europe qu'avec les marchés qu'un bras de fer s'engagerait. Et là, pour une fois, il me semble qu'Alain Minc a raison, je dis bien pour une fois, parce que c'est peu dire que je vais être en désaccord avec lui. C'est pas avec l'Europe que le bras de fer se ferait, c'est avec les marchés. Si on a un taux d'intérêt qui augmente d'1 point, par exemple l'année prochaine, ce que je n'ose imaginer, dans 10 ans, c'est 15 milliards d'euros de plus qu'il faudrait payer. On fait comment ? Donc ça n'est pas possible. Quant aux reproches, alors pour le coup, là je suis en désaccord avec lui. Quant aux reproches que semble faire Alain Minc à ce gouvernement en fonction depuis 4 mois, il se résume de manière assez simple. Il nous reproche de ne pas avoir fait en 4 mois ce que le gouvernement qu'il a soutenu n'a pas fait en 5 ans. C'est un peu fort de café dans sa bouche. Et quand Fitoussi vous dit que c'est un ajustement par la peur, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je ne sais pas si Alain Minc a peur de quoi que ce soit. Non, c'est Fitoussi qui dit ça. Ou Fitoussi. C'est pas une question de peur, c'est une question qui se résume en 3 points. Premièrement, la France a donné sa parole, il faut la respecter. Quand on est un grand pays, on respecte sa parole. Deuxièmement, nous désendetter est un impératif, car la dette, c'est un impôt à la naissance. Ceux qui vont naître n'ont pas à supporter nos errements. Ils n'ont pas à payer une dette qu'ils n'ont pas contractée. Et puis troisièmement, j'en ai dit un mot tout à l'heure avec Olivier Mazerolle, nous désendetter, c'est aussi un impératif de compétitivité, car tant que la puissance publique s'endette, elle lève des fonds sur les marchés qui ne vont pas dans les entreprises. Et donc nous désendetter, c'est aussi un facteur de compétitivité. Et donc telle est la politique qui a été voulue par le président de la République. Il l'a d'ailleurs annoncé quand il était candidat. Il a clairement dit que 3% en 2013 serait son objectif. Il m'a demandé d'imaginer un budget qui respecte cet objectif de 3%. Nous respecterons donc cet objectif. Mais pourtant, au sein même du Parti socialiste, M. Cahuzac, certains estiment que ce n'est pas une nécessité, cet objectif de 3%, qu'on pourrait passer outre, par exemple. On écoute Arlam Désir.
il n'y a pas de tabou sur un chiffre. Les 3%, c'est un des moyens, si les conditions économiques le permettent. Qu'il se fasse une année ou une autre année n'est pas la question essentielle. Le but, c'est l'emploi, c'est la compétitivité, c'est l'activité économique réelle. Il n'est pas le seul à tenir ce langage. Il y a aussi Claude Barthelone, qui est président de l'Assemblée nationale. Il y a Elisabeth Guigou. Alors, est-ce qu'ils ont tort? Ils ont raison de dire que ça n'est pas tabou. D'ailleurs, la preuve, on en parle, et en parler ne me gêne absolument pas. Ça n'est absolument pas tabou. Il se trouve que cette question qui n'est pas tabou a eu une réponse qui a été apportée dans un premier temps par un candidat qui s'appelait François Hollande, puis maintenant par un président de la République qui s'appelle François Hollande. Et le choix de ce président, c'est la France respectera sa parole. Si on peut comprendre par ailleurs. Justement, à ce sujet, je voudrais vous faire entendre François Hollande qui était sur ce plateau, c'était en février dernier, il était donc candidat à ce moment-là, et non pas président de la République. Il parlait précisément finalement d'une situation qu'on retrouve aujourd'hui. On l'écoute d'abord et puis on verra votre commentaire ensuite. S'il n'y a que la réduction des déficits publics à travers des disciplines nécessaires, et qu'il n'y a pas la croissance, mais il pourra y avoir toutes les sanctions, et c'est ce qui est d'ailleurs prévu dans le projet de traité que Nicolas Sarkozy a envisagé de signer le 1er mars. Et à ce moment-là, nous sommes sûrs d'une chose. Il y aura encore une croissance plus faible. Et deuxièmement, nous n'atteindrons aucun objectif de réduction des déficits et de maîtrise de la dette. Alors, rapporté à la situation d'aujourd'hui, le diagnostic est clair. Il n'y a pas de croissance. L'INSEE nous a dit qu'en 2012, cette année, on va faire 0% ou peut-être 0,1. Un peu plus. Enfin, c'est l'INSEE. Hein. Moi, bien sûr. Voilà. Pour l'an prochain, vous prévoyez 0,8, c'est-à-dire pas vraiment de relance. Et là, François Hollande disait, s'il n'y a pas de croissance, eh ben, on aura la récession si on se contente de réduire les déficits budgétaires. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait de la croissance en 2012. Et en la matière, on peut toujours, comment dirais-je, discuter ou même polémiquer sur le chiffre que vous établissez pour 2012. Il est trop élevé, il est suffisamment élevé. J'ai pris le vôtre, 0,8. Écoutez, à 0,8% de croissance, nous tiendrons les 3% de déficit. D'ailleurs, j'ai observé qu'en commission... Vous êtes sûr? Mais sans récession. J'ai observé qu'en... Sans récession. 0,8, c'est pas de la récession. Non, mais attendez, 0,8, alors sans provoquer du chômage. 0,8% de croissance et 3% de déficit. Mais est-ce qu'on va les atteindre d'ailleurs, ces 0,8%? On va peut-être essayer de serrer les questions. Alors, premièrement, sur le 0,8, l'opposition, l'UMP en commission des finances n'a pas contesté ce chiffre. Elle n'a pas contesté. Deuxième remarque, les économistes parlent pour l'année prochaine, les uns d'une récession, moins 0,7, les autres d'une croissance à 1,2 ou 1,3. La moyenne est effectivement plus basse que celle que nous prévoyons. 0,8 et 3% en même temps, Moine, écoutez-moi bien. Ça supprime pas des emplois. Écoutez-moi bien, Mathilde Moine, qui est chef économiste à HSBC, qui est en général d'avis souvent écoutée, elle nous prévoit 0,9% pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'entre l'extrait que vous avez passé de François Hollande, le moment où ces propos ont été tenus, et maintenant, il s'est passé un certain nombre de choses qui ne sont pas anodines. Premièrement, un plan de relance de près de 240 milliards d'euros en Europe. Deuxièmement, une décision de la Banque Centrale Européenne de lancer ce que cette banque appelle son programme OMT, c'est-à-dire le rachat de dettes souveraines à court terme. Troisièmement, la politique française, ni son président n'y sont pour rien, mais on prend quand même la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui a validé la démarche allemande. Ma question est précise, monsieur le ministre. Avec 0,8%, je reprends votre chiffre exprès pour ne pas entrer dans la polémique, et 3% de déficit ramené à 3%, on ne crée pas du chômage supplémentaire. Le président de la République s'est engagé à inverser la tendance du chômage l'année prochaine. Moi, je peux m'engager à ce qu'il fasse beau demain. Oui, enfin en même temps, sauf que vous pouvez aujourd'hui vous engager à ce qu'il fasse beau demain, personne ne vous demandera des comptes. Tandis que le président de la République, qui s'engage publiquement à ce que la courbe du chômage s'inverse l'année prochaine, il sait que nos compatriotes, vous-même, vous lui demanderez des comptes. Donc je n'imagine pas que cet engagement puisse être aussi léger que celui que vous seriez tenté de prendre quant à la météo de demain, parce que si vous engagez à ce que demain il fasse beau, vous allez être cru par bien peu de monde. Alors, plus rapidement, M. Cahuzac, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement, vous avez demandé un débat au niveau européen. Donc, la Commission de Bruxelles dit que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour et va même jusqu'à menacer la France de sanctions. C'est ce que dit Olivier Bailly, qui est porte-parole de la Commission. Il était au micro de Yann-Anthony Nogues, notre correspondant à Bruxelles. On l'écoute. Concrètement, si nous estimons que la France ne respecte pas ses propres engagements d'atteindre 3% l'année prochaine, nous pouvons proposer à tous les autres États membres d'imposer à la France des sanctions entre 0,2 et 0,5% de son PIB. Alors, M. Cahuzac, 0,2 à 0,5%, ça veut dire entre 2 et 10 milliards de pénalités. Vous êtes prêt à payer? Certainement pas.
notamment parce que nous respecterons nos engagements. Mais je voudrais simplement faire remarquer que ce monsieur qui est porte-parole de la Commission fait vraiment ce qu'il peut pour faire aimer l'Europe à nos concitoyens, n'est-ce pas ? Alors, dans le reportage, on a aussi entendu M. Menck qui disait qu'il était possible de passer outre ces fameux 3% sans se faire sanctionner, par exemple, à une condition, c'est apporter la preuve de la bonne volonté de la France en faisant des économies. Alors, c'est ce qu'a également proposé la Cour des comptes en juillet dernier. Pourquoi ne pas avoir suivi son avis ? On fait des économies. Et où ? Dans Elle l'État. disait prioritairement des économies. On fait des économies. On fait prioritairement des économies. Non. 20 milliards d'impôts d'un côté, 10 milliards d'économies de l'autre. Sur la mandature, ça sera 50-50. En C'est fonction, pas une priorité non en plus. fonction, c'est un objectif et qui sera tenu. En fonction, au mois de juin, je présente un budget quelques mois plus tard avec 10 milliards d'euros d'économies au sein de l'État, c'est-à-dire 250 millions d'euros d'économies trouvées chaque jour depuis que je suis ministre du Budget. Qui a fait cela en début de mandature, à part nous ? Personne. Personne n'a jamais fait ça. Jamais. Jamais. Alors, les mêmes qui nous reprochent de ne pas faire assez d'économies sont ceux qui, ces 10 dernières années, n'ont pas fait eux-mêmes les économies qu'ils semblent vouloir nous réclamer aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai indiqué ce qu'était l'évolution de la dépense publique entre 2002... Je vais répondre à la Cour des comptes. Je vous indiquais tout à l'heure ce qu'était l'évolution de la dépense publique entre 2002 et 2007, 2,3%. Entre 2007 et 2012, avec ceux qui aujourd'hui jouent les bons apôtres, Mme Pécresse ou d'autres, expliquant qu'on ne fait pas assez d'économies, l'évolution de la dépense publique sous leur autorité a été en moyenne de 1,7% chaque année. Nous allons faire 0,7% de croissance de la dépense publique, toutes administrations confondues, l'État, la protection sociale, les collectivités locales. Jamais, vous l'entendez ? Aucun gouvernement n'a prévu une telle maîtrise de la dépense publique. Donc on fait des économies. On les fait d'abord parce qu'on ne peut pas tout demander à la fiscalité. Et ceux qui croyaient ici ou là, s'il en existait, qu'on pouvait ajuster le déficit de ce pays uniquement par l'impôt, ceux-là se berçaient d'illusions. Mais ceux qui aujourd'hui nous expliquent qu'on pourrait y arriver uniquement par des économies, d'abord ceux-là ne les ont pas faites, ne savent pas comment on pourrait faire, et cela mentent aux Français. Dernière question. Avant-dernière question, juste M. Cahuzac, comment, si dans l'hypothèse où la France ne pourrait pas respecter les 3%, est-ce que vous n'augmenterez pas les impôts ? La France respectera l'objectif des 3%. Alors, dernière question, mais qui est complètement sur un autre sujet, c'est la délocalisation. Ce matin, M. Carrez a dit qu'il allait vous envoyer un courrier dans lequel il allait vous proposer de travailler ensemble et de faire ensemble un état des lieux sur les délocalisations afin de mettre fin aux rumeurs. Alors, est-ce que vous acceptez sa proposition ? Ce n'est pas à moi de l'accepter, ça sera le cas échéant au gouvernement, mais je n'imagine pas qu'à partir du moment où le Parlement souhaite avoir un certain nombre d'informations et fasse des propositions, je n'imagine pas que le gouvernement ne soit très vigilant à cet égard. Vous savez, j'ai été parlementaire, j'ai été président de la Commission des finances, et j'ai vu ce qu'étaient un ou deux ministres à l'occasion refusant de travailler avec le Parlement. En général, cela n'avait jamais été parlementaire. Vous avez au gouvernement, et en tout cas au ministère de l'économie et des finances, Pierre Moscovici et moi-même, qui avons été parlementaires et avons à l'égard du Parlement tout le respect nécessaire. Sur ce problème précis des délocalisations, M. Cahuzac, vous êtes prêt ou pas à travailler avec M. Carrez ? Sur tous les sujets, notamment celui-là. Merci. Très bien.